et les écuries de Gisors, c'est à côté de Deauville dans le Calvados. Avec ma femme Nathalie, on fait de la pension de chevaux depuis 35 ans. Moi j'ai une formation agricole, c'est une ferme de famille qu'on a récupérée, sur laquelle il n'y avait pas du tout de chevaux. Et donc on a fait comme beaucoup de gens, on n'a pas été plus malin. On a construit des box dans les bâtiments, on a aménagé les vieux bâtiments en mettant des box dedans, en achetant les palettes d'agneaux les unes après les autres. Et puis au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'on avait fait une erreur, parce qu'on avait passé notre vie à curer ces box-là, et qu'au bout du compte, les chevaux, ils n'étaient pas plus heureux que ça, et que c'était compliqué, et le fait de les lâcher, c'était une chose, mais malgré tout, on sentait que c'était un problème. Donc, on a toujours proposé de la pension box-paddock. Hein. On a toujours fait en sorte que les chevaux restent au paddock le plus possible et au box le moins possible. Et donc, on a toujours réfléchi à optimiser notre façon de travailler, parce qu'on n'a jamais eu de personnel. Donc, très vite, dès qu'on a pu, on a construit ce grand bâtiment-là, et sous ce bâtiment-là, on hébergeait une trentaine de chevaux avec des box qu'on avait cloisonnés en ruban électrique, et on était en litière accumulée et on curait qu'une fois par an, ou 2 fois par an. Et puis aussi, très vite, je me suis rendu compte qu'on perdait un temps considérable à emmener les chevaux 2 par 2 au paddock, aller les rechercher, etc. Et j'avais une formation agricole et j'ai travaillé comme berger, et notamment en Ardèche. Et je me suis dit, attends, j'arrive à me balader avec 300 moutons derrière moi, je devrais arriver à me balader avec 20 chevaux. Je vais leur apprendre, je vais aménager le site pour que ce soit réalisable. Et du coup, on a créé des allées où les chevaux nous suivaient et on les dispatchait dans les différents herbages comme ça, en les emmenant tous ensemble. Donc déjà, ça a été un gain de temps considérable, une progression vers quelque chose de plus efficient. Et puis, avec ma formation agricole, je savais qu'il y avait des DAC qui existaient pour les bovins. Et j'ai toujours cherché, j'allais au salon de l'agriculture, essayer de voir quels étaient les DAC qui auraient été transposables pour les chevaux. Et je ne trouvais rien d'intéressant pour faire le boulot. Et puis, il y a une douzaine d'années, en faisant des recherches sur Internet, j'ai découvert le concept de l'écurie active avec les DAC. Et là, j'ai dit, mais c'est génial, en fait, ça correspond tout à fait à l'évolution que j'avais avec le DAC en plus, qui répondait à toutes les problématiques qu'on peut avoir quand on héberge des chevaux avec des besoins différents. C'est toujours le cas quand on a un grand nombre de chevaux. Et donc, j'ai dit, bon, il n'y a pas photo, on va investir là-dedans et on va transformer notre écurie pour la transformer en écurie active. Alors ça, c'était il y a une douzaine d'années, mais comme à l'époque j'étais locataire et pas propriétaire, j'ai dit je vais attendre d'être propriétaire pour installer l'investissement. Et donc on est en écurie active depuis 6 ans. D'accord. Donc on a un troupeau d'une 50aine de chevaux. Sur ces 50 chevaux-là, il y en a une dizaine qui sont montés, version loisir. Dans ces 10-là, il y en a 6 qui font de la compétition en amateur, en dressage et en saut d'obstacle. Le restant, c'est des chevaux à la retraite. D'accord. Mais ces 50 chevaux-là vivent ensemble dans l'écurie active. D'accord. Ils vivent ensemble dans l'écurie active. L'hiver, 4 mois par an, ils sont cantonnés dans l'écurie active. Ils n'ont plus le droit d'accéder aux herbages. D'accord. Et à partir de mi-mars, on rouvre l'accès aux herbages et on fonctionne en pâturage tourne. Donc, à la maison, l'écurie active, on avait 3 impératifs. C'est un, il n'y a pas l'eau de ville sur le site, donc on était obligé de réutiliser des points d'eau qui existaient. Hein. Vous voyez, il y avait un point d'eau là et un autre là. Hein. Donc ces 2 points d'eau, on les a intégrés dans le système. L'autre impératif qu'on voulait, c'était qu'on voulait réutiliser le grand bâtiment comme abri, d'accord. Et l'impératif le plus contraignant, c'est la topographie, parce que là, ça paraît pas, mais c'est accidenté. Hein. Et on ne pouvait pas stabiliser des grandes surfaces larges, parce qu'il y aurait eu trop de mètres cubes de terre à bouger pour aménager ça. Donc du coup, on a aménagé le site en fonction du relief autour de ce bâtiment-là qui existait et autour de la carrière. Donc, le DAC est là, donc les chevaux, ils ont le foin à volonté là, ils descendent, ils boivent, ok, ils font le tour comme ça, ils peuvent boire là aussi s'ils veulent. Après ça,
Ceux qui veulent, comme ils passent devant le lac, ils peuvent accéder au lac. D'accord, ça leur propose la possibilité d'y aller. C'est plus intuitif. Il y a l'abri, ils peuvent venir se mettre sous l'abri. Après ça, ils contournent. Ils arrivent dans cette zone-là, la zone jaune, qui est une zone de foin à volonté. La zone jaune, pardon, qui est une zone de confort, hein, c'est du sable. Les chevaux ils peuvent se rouler et se coucher là. Sur cette zone-là, on a rajouté un râtelier à paille ici, puis maintenant il y en a un autre là, mais qui n'ont accès qu'à du foin pendant 1 heure. Et il ne s'agit pas qu'ils développent des ulcères et des troubles du comportement parce qu'ils n'ont pas le droit de manger du fourrage suffisamment longtemps, donc ils ont accès à des râteliers avec de la paille pour compenser. Là, il y a les distributeurs individuels de fourrage pour distribuer aux chevaux qui sont rationnés. Celui-ci a la particularité, c'est parce que vous avez vu, vous verrez tout à l'heure sur les vidéos, mais si vous avez déjà vu, les chevaux peuvent manger des deux côtés. C'est-à-dire que quand ils sont par là, ils mangent rationné, et c'est ouvert de l'autre côté, et les chevaux peuvent manger à volonté. D'accord? Et toute cette zone-là, c'est la zone de foin à volonté par laquelle les chevaux accèdent par la porte de sélection qui est située à cet endroit-là. D'accord? Donc, en traversant la zone de foin à volonté, donc, l'été, ils ont la possibilité d'aller dans les herbages. Sur la zone de foin à volonté, il y a des râteliers avec du foin et des filets pour réduire la consommation, et un abri et des zones de confort. D'accord? Et là, ils ne peuvent pas faire marche arrière. Alors, là, il y a des portes anti-retour ici, là, et maintenant j'en ai rajouté une là. L'idée, c'est que le cheval, une fois qu'il est là, s'il veut boire, il faut qu'il descende pour aller boire, ou qu'il retourne par là pour faire le tour pour aller boire. D'accord? Ils peuvent circuler dans un sens. Et l'intérêt de la porte anti-retour aussi, c'est que les chevaux-là peuvent revenir, mais ceux-là ne peuvent pas y aller. D'accord? Quand les poneys ils veulent boire, ils peuvent aller boire là, par exemple, mais ils ne vont pas pouvoir remonter là pour aller dans la zone où il y a du foin à volonté. Donc, il faut que vous aménagiez le site en fonction de l'utilisation que vous en avez, de la manière la plus pertinente. En fait. Donc, je vais vous passer la vidéo, vous voyez comment ça se passe. Donc là, c'est la zone de foin à volonté avec les râteliers, hein, avec un déport de toit important qui permet aux chevaux d'être à l'abri quand ils mangent. Et l'intérêt aussi, c'est que l'été, ça leur permet d'avoir de l'ombre pour venir s'installer, pour venir manger. Ça fait d'autant moins de chevaux à aller sous l'abri. On voit le râtelier à foin qui donne accès des deux côtés, avec la porte. Là-bas, la zone de confort. On aperçoit à droite le râtelier à paille, l'abri. Et là, le DAC dans la petite cabane qui est là, et là on arrive à un des points d'eau, voilà, un des points d'eau qui est là, et l'autre point d'eau il est là-bas à droite, non, à droite. D'accord? Voilà. Donc là maintenant vous allez voir les chevaux vivent dans l'écurie active. Ce que vous allez voir c'est le comportement des chevaux tous les jours dans l'écurie active. Ce que vous voyez là c'est réalisé sans trucage. Les chevaux sont calmes comme ça dans l'écurie active. Donc l'idée à la maison, c'est de faire en sorte que donc il y a une partie du troupeau qui a des forts besoins qui va d'un côté et une partie qui a des faibles besoins qui reste, mais tout le monde se retrouve dans le site. J'ai les points d'eau, donc ils étaient existants, mais vous avez vu qu'ils sont excentrés par rapport au restant du site quand même. L'intérêt de ça, c'est que les chevaux qui sont en train de manger du foin, ils vont attendre les copains pour aller boire, et ça crée, dans le troupeau, en fait, il y a des sous-groupes, hein. Le sous-groupe le boire, le sous-groupe le plus important, ils sont 7 à la maison, et donc, vous voyez que ceux-là, ils sont partis boire, et ils libèrent tout un râtelier, en fait, hein. Et comme les chevaux fonctionnent décalés les uns par rapport aux autres, comme ça, et ben, la place qu'ils ont libérée, elle va être prise par un sous-groupe qui revient d'avoir été boire, d'avoir été manger du foin. Et tout s'organise comme ça. Ce qui est amusant, c'est que par exemple, quand le maréchal vient, on s'installe sous le bâtiment et les chevaux, ils viennent à nous par sous-groupe. On fait le sous-groupe qui est là. Et des fois, je lui dis dépêche-toi parce que je vois l'autre groupe qui arrive. Et hop, ceux-là, ils partent et il y a l'autre groupe qui arrive. Et c'est aussi ce qui évite les problèmes
les conflits qu'il peut y avoir, hein, parce que le troupeau se connaît, ils savent que quand le dominant il est parti là-bas, bah, eux, c'est pas la peine qu'ils y aillent. Et du coup, il n'y a pas d'animosité entre les chevaux, tout se passe calmement parce que chacun va à son moment le plus propice manger, boire, etc. Donc là, on voit bien le tomate à grains. À la maison, les chevaux, ils ont la possibilité d'avoir 12 repas par jour. Leur ration journalière, elle est divisée en 12 repas. Et vous voyez que les chevaux, ils apprennent à utiliser le site et ils sont... Plus le temps passe, plus ils se sont appropriés le site. Au début, les chevaux, ils ne comprenaient pas que quand ils étaient en train de manger du grain, ils étaient toujours avec ceux qui étaient dans le champ. Et puis le temps passe et ils finissent par s'apercevoir que c'est pas parce qu'ils sont revenus manger du grain qu'ils sont plus avec les chevaux qui sont restés dans le champ là-bas. Ça prend un petit peu de temps, surtout à la maison où les chevaux avaient vécu sur la propriété mais aménagés différemment. Typiquement, quand ils étaient dans les parcelles, vous avez pu voir en haut à droite, là, j'étais obligé d'amener des abreuvoirs d'eau. Et ben, j'avais supprimé l'abreuvoir pour qu'ils reviennent boire dans l'écurie active. Et ils me regardaient passer avec le tracteur en me disant, dis donc, il faudrait peut-être que tu nous amènes à boire. Et il a fallu que je leur dise, non, non, c'est fini maintenant, vous allez redescendre dans l'écurie active. Donc j'allais les chercher, je les redescendais dans l'écurie active. Et puis au bout d'un mois, ils ont compris que le point d'eau, il était là, j'allais plus leur en amener directement dans le champ. Et vous voyez que le fait d'aménager des zones de confort à l'extérieur, ça permet aux chevaux de jouer, de se coucher, ça fait travailler tout ce qui est ligamentaire, articulaire, tendineux, alors que vous avez des zones stabilisées sont plus fermes, ça crée de la résonance sur les tissus osseux, ça a tendance à fortifier les tissus osseux. Donc on est vraiment dans la réponse au métabolisme du cheval et à sa façon de fonctionner. Et donc, le fait qu'il y ait des zones de confort, quand j'ai créé les zones de confort, j'ai agrandi la zone de foin à volonté, j'ai eu beaucoup moins de chevaux à venir se coucher sous le bâtiment qu'avant. Avant, ça m'arrivait fréquemment d'avoir 30 chevaux couchés sous le bâtiment. Et le jour où j'ai mis des zones sablées confortables dans la zone de confort, dans la zone de foin à volonté, je me suis rendu compte que ça arrivait très rarement qu'il y ait, ça arrive plus même, qu'il y ait 30 chevaux couchés sous le bâtiment. Il y en a une dizaine, les autres ils dorment sur le sable. En fait, ils ont besoin de confort pour se coucher, ils n'ont pas besoin d'un toit. Le toit, c'est vraiment pour s'abriter quand il y a des mouches. Par contre, effectivement, il faut dimensionner le bâtiment malgré tout, de façon à ce que l'été, quand les chevaux sont embêtés par la chaleur et les mouches, c'est là qu'ils vont venir surtout utiliser l'abri. Et c'est à ce moment-là qu'il faut qu'il y ait de la place dessous. Mais malgré tout, à la maison, avec les râteliers que j'ai fait, avec le déport de toit, les chevaux les utilisent aussi pour se mettre à l'abri à l'ombre. Donc ça fait d'autant moins de chevaux sous l'abri. Hein, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que le troupeau puisse se répartir sur toute la surface. Et ce qui est important, c'est que les chevaux les plus bas dans l'échelle sociale puissent trouver leur place et venir manger. Donc vous voyez, ça c'est les portillons anti-retour. Ça c'est la vitesse à laquelle les chevaux bougent dans l'écurie active. Il ne faut pas avoir peur que ça galope. À la maison, si ça galope dans une écurie active, il faut vous poser la question pourquoi ça galope. Est-ce que c'est normal? En principe, c'est pas normal. Il y a peut-être des raisons, une bonne raison, mais globalement, ça doit se déplacer à cette hauteur, à cette vitesse. Sous l'abri, vous avez vu, on a mis le matelas au caoutchouc sur des grandes surfaces comme ça. Vous ne pouvez pas rouler dessus avec le tracteur pour balayer, il faut passer le balai à la main, et ça, j'avais pas envie de faire cette corvée-là. L'idée, c'était de me simplifier la vie, c'était pas de me la compliquer. Et par contre, j'aurais pu mettre une litière genre copeaux ou sable, hein, qui aurait pu faire que il n'y ait pas les copeaux, les crottins à ramasser. Parce que l'intérêt du tapis à caoutchouc, c'est que lui de déranger ceux qui sont en train de se reposer. Mais il peut y avoir d'autres solutions. À partir du moment où vous avez les zones de foin rationnées, il faut rajouter de la paille, donc c'est ce que je vous disais, hein, pour que les chevaux puissent compenser le manque d'accès à l'alimentation. Et vous voyez que les chevaux, il n'y a aucune impatience. Hein. Là, il attend que la porte s'ouvre, que le copain soit passé, il sait comment ça marche, etc.
Voilà, à partir du moment où ils ont compris comment ça fonctionnait et qu'ils ont accès à ce qu'ils ont envie avant d'en ressentir le manque, hein, c'est comme vous. Si vous attendez d'avoir des crampes d'estomac pour aller manger, vous risquez de bousculer celui qui est devant vous pour avoir accès au buffet. Alors que là, bah, le cheval, quand il commence à avoir envie d'y aller, il a la possibilité d'y aller. Il fait en fonction des copains et tranquillement, bah, il y va et ça se passe dans le calme. Donc, vous voyez toutes ces zones-là stabilisées, ça permet donc de mécaniser le ramassage des crottins. Pour vous donner un ordre d'idée, à la maison, le temps de travail, l'hiver, quand les 50 chevaux sont cantonnés sur l'écurie active, c'est une demi-heure, 3/4 d'heure pour ramasser les crottins à la main qui se trouvent sur les bacs à sable et les endroits où je ne peux pas passer avec le tracteur. C'est 1 heure et demie avec le tracteur et la balayeuse, là, comme ce que vous avez, c'est pas tout à fait le même modèle, mais c'est le même principe. Et puis c'est 3/4 d'heure, 1 heure pour réapprovisionner les automates avec du foin et du grain. Donc 4 mois par an, j'ai un mi-temps de 3 heures pour m'occuper de 50 chevaux. À partir du moment où les chevaux ils vont à l'herbage, le temps de nettoyage c'est 3/4 d'heure, 1 heure, une fois par mois. Parce que les chevaux, ils vont faire les crottins dans les champs, il n'y a plus beaucoup de crottins dans l'écurie active. Hein. Et puis, bah, bien sûr, il y a la surveillance, il y a une demi-heure à passer le matin et puis le soir pour jeter un petit coup d'œil à tout le monde, voir que ça se passe bien. Mais voilà, donc pour vous donner un ordre d'idée, à la maison, on a travaillé avec le réseau référent justement sur le bilan temps de travail pour voir comment ça se répartissait, ce qu'on économisait comme temps de travail. À la maison, on a, pour un revenu supérieur, on a divisé le temps de travail par 4 ou 5. Voilà. Et donc, et plus de pénibilité. Et surtout, ce qui est très appréciable, c'est que vous n'avez plus l'astreinte d'être là pour nourrir les chevaux. Vous voyez, là, je suis là en ce moment, et mes chevaux, il y a l'automate qui est en train de leur donner du grain. Il n'y a pas besoin qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour nourrir les chevaux. Et ça, je vous prie croire que quand vous avez fait 35 ans à curer les box, nourrir les chevaux 2 fois par jour, à pas pouvoir aller dîner chez les copains parce qu'il faut être là pour donner les rations, et ben ça change la vie. Et en plus, c'est gratifiant. Parce que quand vous êtes au milieu de la carrière, là, puis vous voyez vos chevaux vivre autour, et vous vous dites, ouais, là j'ai bien fait mon boulot. Quoi. Et sincèrement, c'est quelque chose d'important quand on est professionnel, parce que bah, vous êtes professionnel. Au bout d'un moment, quand on a le nez dans le guidon, il y a des choses qui commencent à devenir pesantes et on ne le fait plus avec passion. Alors que quand vous avez une écurie comme ça, votre métier, ça continue à être un métier de passion. Pour vous donner un ordre d'idée, pendant 35 ans, on a bossé 7 jours sur 7 à s'occuper des chevaux, à ne pas pouvoir partir, etc. Vous savez ce que ça représente en week-end pas pris? 35 ans comme ça, bosser 7 jours sur 7, c'est 10 ans de vie. 10 ans de vie bloqués aux écuries. D'accord? Et avec un système comme ça, et ben c'est fini. Vous pouvez partir, il n'y a pas de problème. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour jeter un coup d'œil, vous prenez votre téléphone, vous surveillez que ça se passe bien, et il n'y a pas photo. Quoi. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Carnot évoqué tout à l'heure. Hein. Nous, quand on a la chance d'avoir des herbages à la maison, hein, donc quand on intègre un nouveau cheval, on le met dans un paddock à côté. Par exemple, on va le mettre dans ce paddock-là, comme ça il va voir tous les chevaux passer devant. Hein. Et au moment, on n'en intègre pas l'hiver, hein, on les intègre que au printemps. Et au moment où on ouvre les herbages, et de préférence, on l'intègre le jour où on change les chevaux de chasse. Les chevaux, ils mettent le nez dans l'herbe, ils sont moins à s'occuper de celui qui vient d'arriver. Mais bon, voilà. Après, c'est eux qui vous disent à quel moment on peut se permettre de les introduire. J'en ai, ils sont restés 1 semaine en intégration et je les ai intégrés au bout d'1 semaine. Il y en a, ils sont restés 1 mois et demi, 2 mois avant que je les intègre parce que je sentais que ça n'allait pas le faire. Et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, là, quand il y a des gens qui me posaient des questions. Ce qui est important quand vous intégrez un nouveau cheval, c'est d'expliquer à vos propriétaires que peut-être qu'il ne faudra pas y toucher pendant 1 mois. Il ne faudra pas le sortir pour aller l'emmener dans la salle de soins, lui faire des papouilles, lui donner des carottes, lui mettre un coup de brosse, etc., voir le monter. Parce que le fait de le sortir,
Si jamais vous le mettez le mardi et que le mercredi, vous venez, vous le cherchez, vous l'emmenez 2 heures, et ben quand vous allez le remettre, pendant 2 heures, il va plus être avec les chevaux avec qui il avait fait connaissance, et ça va recréer des tensions. Donc peut-être que pendant une semaine, peut-être que pendant un mois, il ne faudra pas toucher au cheval, le laisser dans le troupeau. Et ça, c'est important de l'expliquer aux gens, et de leur expliquer qu'il va falloir qu'ils acceptent ça. Et qu'ils acceptent aussi peut-être que le cheval, il maigrisse un peu, parce qu'au début, il va y avoir un peu de tension, ou il va y avoir... Voilà. Mais si vous prenez le temps de faire les choses correctement, il n'y a pas de problème. Moi, là, on a une page Facebook, les écuries de Gisors, j'avais mis une petite vidéo où je filmais tous les chevaux dans les champs, et j'avais introduit 4 chevaux la veille. Ben, le lendemain matin, vous étiez incapable de dire quels étaient les 4 chevaux qui avaient été introduits la veille, parce que ça se passe bien, et voilà. Donc, il faut prendre les précautions qu'il faut. C'est nous les professionnels, donc c'est à nous de s'imposer et d'être pédagogue et d'expliquer aux gens, de les faire adhérer à notre projet et de leur expliquer que c'est ça la vie de cheval. Alors certes, il va peut-être manquer 2 poils un matin, 3 poils un autre, mais si vous faites une gastroscopie, vous regardez l'estomac de votre cheval, il a des placards d'ulcères comme ça, et c'est autre chose que 3 poils qui manquent sur le dos. Hein. Donc il n'y a pas photo. De toute façon, c'est l'écurie. Celui qui ne fait pas ça aujourd'hui, celui qui s'installerait aujourd'hui qui ne fait pas ça, il dira, vous êtes gentil, hein, mais les chevaux dans les box, vous avez vu la charte sur le bien-être des équidés. Si vous mettez la charte sur le bien-être des équidés et que vous mettez l'écurie active à côté, c'est ce qui répond le mieux à la charte sur le bien-être des équidés. Il n'y a pas photo. Hein. Et parce que les chevaux dans des box, même si vous les lâchez au paddock, etc., on est loin de la réponse au bien-être des équidés et aux besoins fondamentaux. Donc il va falloir que la mutation s'opère rapide, ça va prendre du temps, mais celui qui part dans un autre système que ce genre de système-là, on n'est pas obligé de faire une écurie active du jour au lendemain. Peut-être que vous pouvez stabiliser déjà devant les box, machin, aller mettre un râtelier là, c'est pas coûteux, l'abreuvoir plus loin, et puis les chevaux casser un peu les portes de box, enlever les cloisons, et puis vous allez voir que les chevaux ils vont vivre comme ça, ils vont être 100 fois mieux. Un centre équestre, globalement, c'est sur 1 hectare, 1 hectare, 2 hectares. Un centre équestre en ville, vous n'allez pas avoir le même coût de fonctionnement que moi, parce que moi je suis autonome en fourrage, vous êtes obligé d'acheter du fourrage, mais au bout du compte, les chevaux ils vont vivre 100 fois mieux. Et en plus, ils ne seront pas accidentogènes pour le personnel, ils ne seront pas accidentogènes pour les cavaliers, vous n'allez pas vous ruiner la santé. Donc il y a aussi une réflexion à mener avec la MSA, avec tous ces organismes-là, pour qu'ils nous aident à la mutation. Moi j'ai fait visiter à la maison, je leur ai fait visiter les installations, ils ont bien compris le système. Donc, parmi les aides que vous pouvez avoir, vous pouvez aller taper à la porte de la MSA, il y a déjà des moyens d'avoir un peu d'argent sous prétexte que vous réduisez la pénibilité du travail, hein, il y a moyen d'avoir des aides. Alors c'est des enveloppes qui sont par secteur, et c'est une enveloppe, et une fois que l'enveloppe elle est dépensée, il n'y en a plus d'autres pour l'année. Si vous passez en premier, vous pouvez avoir, il y a des gens, ils ont réussi à avoir jusqu'à 4 000 €. Bon, c'est pas rien, ça fait un bout d'un automate. Quoi. Donc voilà, ça fait partie des choses. Si la profession, à mon sens, si la profession n'arrive pas à prendre conscience qu'il va falloir qu'on change, et si la profession ne s'organise pas pour aider les gens à cette mutation-là, on va au-devant de gros problèmes, parce que les antispécistes, ils sont là et ils nous surveillent et ils ne supporteront pas qu'on continue comme on fait actuellement. Et si on ne veut pas que les gens se rallient à eux, il faut qu'on prouve aux gens qu'on a cet outil-là et qu'on va l'utiliser. Ça va peut-être prendre un peu de temps, il faut nous donner du temps, mais on a cet outil-là à notre disposition. Ils vivent plutôt bien quand ils sont comme ça par rapport à des choses.